Faut-il interdire la burqa en Suisse comme l'ont fait la France et la Belgique? La question est posée depuis 10 jours, depuis que les Tessinois ont dit non au voile intégral. Et c'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors après les minarets, c'est la burqa, ou plutôt le voile intégral qui enflamme la Suisse. Mais ce bout de tissu mérite-t-il vraiment qu'on le condamne avec une loi, comme l'ont fait les Tessinois? Ou bien est-ce un signe nécessaire pour dénoncer l'islam radical? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos invités. Vous aussi, vous pouvez bien sûr participer à ce débat en allant sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. Et pour commencer, on se rend tout de suite au Tessin avec vous. Norman Gueby, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes conseiller d'État tessinois, vous êtes en charge de la sécurité et de la justice, vous êtes membre de la Lega. Et comme 65% des Tessinois, vous êtes favorable à cette interdiction. C'est un vote qui a suscité énormément de réactions, des réactions positives, mais aussi négatives. Et notamment celle-ci, beaucoup disent, dans le fond, ce vote, c'est un vote contre les musulmans, c'est un vote islamophobe. Qu'est-ce que vous leur répondez, monsieur le conseiller d'État? Je pense qu'il faut aussi voir comment on est arrivé à ce vote. Donc, on a eu une initiative populaire qui a récolté plus de 11 000 signatures au Tessin. C'est une des initiatives populaires que le Tessin a récolté le nombre plus haut aussi de signatures. Et à côté, on avait proposé comme gouvernement et parlement un contre-projet qui prévoyait pas une modification constitutionnelle comme l'initiative populaire, mais une modification de la loi sur l'ordre public qui envisageait les mêmes buts, donc ceux de l'interdiction de la dissimulation de visage dans les lieux publics. À la fin, on s'est aussi refait, pas seulement dans la modification constitutionnelle, mais aussi dans la loi cantonale qu'on avait proposée comme contre-projet, à la loi française qui prévoit cet aspect. Et donc, qui prévoit l'interdiction. C'est vrai que l'initiative qui est acceptée par le Tessin, c'est important de le dire, c'est vraiment une copie conforme de ce qui s'est passé en France. On en parlera dans un instant. Mais monsieur Gueby, on ne va pas refaire toute l'exégèse de ce vote. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, dans le fond, c'est un vote contre les musulmans? Qu'est-ce que vous leur répondez? Ce n'est pas un vote contre les musulmans, c'est une question aussi de la sécurité publique. Dans le domaine aussi de la dissimulation du visage, malheureusement pour les femmes musulmanes qui veulent porter le burqa ou le niqab, il y a aussi le sous-produit que c'est l'interdiction du burqa et du niqab au Tessin. Mais ce n'est pas le but principal parce qu'on a aussi une question de sécurité et surtout le gouvernement et le Parlement ont mis ça comme but parce que ce n'était pas une question de religion ou pas, c'était surtout une question de sécurité publique et à cause de ça, on avait proposé la modification de la loi cantonale sur l'ordre public. Préciser que l'auteur lui-même de l'initiative, donc Giorgio Guiringhelli, a admis qu'il voulait surtout viser le voile intégral et c'est aussi ainsi que l'ont compris en tout cas la plupart des commentateurs de cette votation. Alors avec nous également sur ce plateau Martine Brunschwig-Graf. Bonsoir, vous êtes la présidente de la Commission fédérale contre le racisme mais vous l'avez dit très clairement, c'est un vote qui vous inquiète. C'est un vote qui m'inquiète parce que, contrairement à ce que dit M. Gueby, malheureusement, vous l'avez rappelé, l'auteur de l'initiative et ses suivants ont fait clairement campagne contre la burqa, mais avec en toile de mire, effectivement, la dénonciation des dérives de la religion musulmane et ensuite, même en filigrane, je dirais, des attaques contre les musulmans. Ce que j'aimerais dire à M. Gueby, parce que je l'ai bien écouté, je l'ai écouté aussi le soir des votations, c'est que pour moi, il n'y a pas un vote plus hypocrite. Parce que c'est vrai que le texte empêche les visages masqués. On a à Genève une loi sur les manifestations qui interdit les visages cachés. Je pense que c'est juste de le faire ainsi. Mais on ne peut pas en même temps parler de sécurité et puis viser en même temps la burqa. Sous-entendu, sous la burqa se cache on ne sait pas qui. Entre nous dit, s'il fallait vraiment rechercher des gens qui se cachent, c'est pas derrière les burqas que je les chercherais, elles sont quand même un peu trop visibles. Mais ce que j'ai entendu de M. Gueby le dimanche soir, quand on lui a posé la question sur votre antenne, comment appliquer cette initiative, s'agissant notamment des touristes
et des femmes qui pouvaient porter le voile intégral. Il a été répondu par M. Gobi notamment que au fait là on serait assez souple. Sous-entendu, il y a deux possibilités. Vous êtes touriste et puis là on vous laisse tranquille. Vous n'êtes pas touriste et puis là on vous met des amendes. C'est ce que vous avez laissé entendre sur le plateau du téléjournal. J'étais présente et je suis intervenue juste après vous. On va laisser répondre M. Gobi. Monsieur Gobi. Alors j'ai dit qu'on aurait appliqué cette loi d'application parce que maintenant on n'a qu'une modification de la Constitution cantonale qui doit encore passer l'octroi de la garantie fédérale. Et dans l'application, c'est certainement, on va faire de façon raisonnable mais ferme, pas seulement, comme dit Mme Vauchry-Graff, avec les touristes millionnaires ou milliardaires, pas avec ceux qui habitent au Tessin. Oui. Il y aura des exceptions pour les touristes. Monsieur Gobi, est-ce qu'il y aura des exceptions pour les touristes? J'ai bien lu. Est-ce qu'il y aura des exceptions pour les touristes? On a pu lire aussi ce dimanche dans la presse dominicale certains milieux touristiques, en tout cas, qui craignent de devoir renoncer à effectivement une clientèle du Golfe qui est plutôt riche. Est-ce qu'il y aura des exceptions pour les touristes? Je ne pense pas, parce qu'à la fin, déjà dans la modification de loi qu'on avait proposée comme contre-projet au niveau cantonal, on n'avait pas disons comme ça, d'exception dans ce domaine. Et je ne pense pas que même dans la loi d'application de l'article constitutionnel, on va le prévoir. D'accord. Alors avec nous également sur ce plateau, Oscar Freisinger. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Oscar Freisinger, vous êtes conseiller d'État valaisan en charge de l'éducation et de la sécurité. Vous êtes aussi l'homme qui avait incarné le nom des Suisses au minaret. Alors après les minarets, est-ce que c'est la burqa, votre prochain combat? Moi, je ne mène pas de combat actuellement. J'ai été invité ici pour parler de cette problématique qui en est une quand même, dès le moment où on peut le voir de différentes manières. Soit on peut considérer qu'il y a certaines situations dans lesquelles, en Suisse, un citoyen doit se trouver à visage découvert devant l'autorité. Contrôle d'identité, lors d'un acte officiel devant un guichet de l'État, à l'école, quand il y a un transport, donc dans les transports publics, quand il y a un titre de transport individualisé, etc. C'est certaines situations qu'on peut décrire. J'avais déposé une motion dans ce sens au Parlement fédéral. Au national, il a passé. Au Conseil des États, ils ont refusé. Par contre, le même texte a été accepté par le Parlement valaisan. Là, vous êtes dans le pragmatisme où vous dites, OK, essayons de faire en sorte à ce que la vie ensemble se passe le mieux possible. On exige de ces gens un catalogue minimum auquel ils doivent se plier parce que c'est la loi chez nous, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire un contrôle d'identité derrière un grillage ou derrière un voile intégral, ce n'est pas possible. Maintenant, si on veut en faire par contre un débat sur la condition de la femme dans l'islam, alors évidemment que ce bout de toile, quel qu'il soit, n'est pas innocent. Il n'est pas innocent, il n'y a qu'à lire les textes religieux, quelle est la position de la femme par rapport à l'homme, quel est le patriarcalisme qui règne actuellement dans le monde musulman et qui est exacerbé. Nous avons mis des centaines d'années pour arriver à l'égalité homme-femme. Et maintenant, par la porte de derrière, au nom du multiculturalisme, on nous fait rentrer un patriarcat qui est encore beaucoup plus violent que celui que nous n'avons jamais connu. Donc c'est quelque chose qui me semble quand même étonnant. Parce que la femme, qu'on le veuille ou non, le témoignage, il compte de moitié. Au niveau des héritages, au niveau du mariage, il y a plein de contraintes que ce tissu-là. On reviendra sur cette question d'égalité homme-femme, on reviendra sur le symbole de la burqa, mais sur la loi. Il y a eu cette loi au Tessin. La question est de savoir si demain, ou plutôt en 2014, votre parti, l'UDC, puisque vous êtes quand même son vice-président, lancera une loi fédérale. Certains membres de votre parti se sont très clairement exprimés, notamment M. Wobman, qui fait partie du comité d'Egerkingen, dont vous êtes membre, qui a lancé l'initiative sur les minarets. Est-ce que vous seriez favorable, Monsieur Freisinger, à une loi fédérale pour interdire la burqa, ou plutôt voile intégral? D'abord, donc l'initiative sur les minarets n'a pas été lancée par l'UDC, et l'UDC n'a aucune intention de lancer une initiative concernant la burqa. Le comité d'Egerkingen... C'est le vice-président alors qui nous le dit. Oui, je peux vous le dire très officiellement, l'UDC ne va pas lancer d'initiative dans ce sens. Par contre, dans le cadre du comité d'Egerkingen, et j'en ai parlé avec Wobman, moi je privilégierais la solution plutôt pragmatique. Ça nous éviterait des problèmes, soit juridiques, soit d'application. Dès le moment où on définit ces situations où, franchement, le bon sens nous dit que c'est vrai que face à un guichet de l'État, vous signez un document officiel, le fonctionnaire est obligé de savoir si la signature correspond à la personne qui est devant lui. C'est de la plus élémentaire logique. Donc ça, à mon avis, c'est pas un problème. Je crains cependant que, vu que j'ai échoué au Parlement,
Maintenant, on lancera une initiative contre la burqa et je crains aussi que ma foi, à ce moment-là, on lancera un débat de religion. Vous dites, mais ça ne sera pas l'UDC, c'est ça ce que vous dites? C'est clair, oui. Ce ne sera pas l'UDC qui lancera cette initiative. Est-ce que ça vous rassure, Martine Bonnefigraff? Je ne vais pas être rassurée ou pas, mais j'entends un double langage magnifique. Moi, j'aimerais dire une chose. Un double langage, là, il faut expliquer. On ne peut pas dire la chose comme ça sans prouver. J'allais le faire. Merci. J'allais le faire. D'abord, dire une première chose. Je suis totalement contre toutes les violences faites aux femmes, que ce soit par le biais de la pression ou par le biais de l'obligation. Donc je ne suis absolument pas en faveur de porter une burqa sous la contrainte ou ce type de choses-là. Ça, ce n'est pas le problème. Mais dans votre double langage, on est parti avec l'explication de M. Gobi qui nous explique que pas du tout, la burqa est un sous-produit de cette initiative. Et puis on avance un peu dans la discussion, puis on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas une question de sécurité, mais c'est une question effectivement de régler les problèmes de l'islam que vous voyez. Donc on est déjà dans un territoire un tout petit peu différent. Et je trouve que là, à un moment donné, on doit s'expliquer un peu clairement. Je pense qu'on n'est pas dans une situation en Suisse où l'on justifie l'interdiction telle qu'elle a été prononcée avec ces sous-produits, comme vous le dites, par rapport ni à un danger réel, parce qu'il ne l'est pas, ni par rapport à la défense du droit des femmes, parce que c'est pas ça que vous faites, et c'est certainement pas en rejetant. Non, parce que je pense sérieusement que si il y a des femmes qui se trouvent voilées en Suisse et que vous les renvoyez en dehors du domaine public systématiquement à coup d'amende, que vous allez en quoi que ce soit améliorer leur propre situation. Ce n'était pas mon propos. Simplement, si quelqu'un se présente à un guichet de l'État avec un masque de carnaval, on le lui fait enlever. Personne n'accepte. Alors je ne vois pas pourquoi. Alors si vous me permettez, le domaine public pour moi, c'est pas d'aller à un guichet de l'État. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai déposé, de ce que je vais essayer de faire par rapport à ce comité. Moi, je ne vous parle pas de l'interdiction totale de la burqa. Je vous parle d'une solution pragmatique que j'ai proposée et qui a été acceptée en Valais. Je m'excuse, mais je crois que le sujet, c'est pas de discuter de M. Freisinger et des propositions qu'il fait au Parlement. Vous avez posé des questions précises. Moi, je réponds à des questions précises. Et je dis ici que ce qui a été voté par le Parlement tessinois, par le peuple tessinois, doit être respecté par rapport à ce qui a été voté, parce que c'est la démocratie. Le Parlement fédéral devra dire ensuite ce qu'il en pense par rapport au droit supérieur. Ça, ce sera sa responsabilité. Mais au-delà de ça, on n'est pas en train de parler ici de savoir si au guichet, on doit montrer son visage. Oui, si on fait des formalités administratives, on doit montrer son visage. Monsieur Freisinger, c'est valable question très concrète. Effectivement, elle a dit ce vote tessinois doit être entériné par le Parlement fédéral. Absolument. Probablement que vous aurez à trancher en 2014. L'année prochaine, qu'est-ce que vous direz ? Ah, moi, je suis un démocrate, excusez-moi, le peuple s'est exprimé, puis même à une large majorité. Donc, aller infléchir cela au niveau fédéral, ce serait inacceptable. Vous accepterez cette loi. Avec nous également, Cécile Amarel, bonsoir. Madame Amarel, vous représentez le Parti Socialiste. Ce soir, vous êtes vice-présidente des femmes socialistes suisses. Vous aussi, vous êtes conseillère nationale. Vous aussi, vous aurez à vous prononcer sur cette loi tessinoise. Qu'est-ce que vous direz ? Vous direz oui ou non au Parlement l'année prochaine, probablement ? Alors, écoutez, je ne veux pas trop m'avancer, mais disons, cette loi, elle pose un certain nombre de problèmes qui sont relativement sérieux. D'abord, c'est une loi très particulariste qui vise, dans ses effets, une population très particulière, en l'occurrence une femme au Tessin. Dans l'ensemble de la Suisse, ça pourrait concerner 130 à 150 personnes, d'après le dernier rapport sur la situation des musulmans. Et puis en plus... Certains disent beaucoup moins, certains disent plutôt une dizaine. Beaucoup moins, exactement. La version officielle, c'est 130 à 150. Ouais. Et puis, disons, c'est une loi qui, dans le rôle qu'elle attribue à l'État, est extrêmement excessif. L'État est là pour garantir des libertés, pour protéger les libertés, notamment des femmes, à disposer de leur corps et à s'habiller comme elles l'entendent. L'État n'a pas à dire la manière dont elles doivent s'habiller. C'est fondamental au rôle de l'État qu'on a en Suisse, c'est l'état de droit. On garantit des libertés et on protège ces libertés pour le cas où elles sont menacées sous la pression, sous la contrainte. Et donc, cette loi, elle pose des principes qui sont absolument contraires à cette manière de considérer l'État, c'est-à-dire qu'elle donne une interdiction automatique qui a des effets extrêmement pervers aussi au niveau de l'application. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vois mal comment on pourrait accepter de donner la garantie constitutionnelle à ce type de loi. C'est inacceptable, ça créerait un précédent extrêmement grave pour la suite. Alors, Mireille Valette, merci beaucoup d'être avec nous. Madame Valette, vous êtes journaliste et écrivaine, essayiste, dites-vous. Vous avez écrit 2 livres sur l'islamisation de nos sociétés, dont le dernier publié
publié l'an dernier intitulé Boulevard de l'islamisme. En 2009, vous étiez contre les minaresques. En 2013, vous dites clairement non à la burqa et vous êtes favorable à une loi, je crois. Je n'étais pas contre l'initiative. Je disais que s'il y avait un vrai débat, je voterais contre. Et s'il n'y en avait pas, je m'abstiendrais. Finalement, je me suis abstenue. Là, vous parlez des minarets. Voilà. D'accord. Mais alors, sur la burqa, Alors, la burqa, je vais trancher avec mes collègues ici. Je pense que il est insensé que toutes les démocraties soient plongées dans ces débats où l'on se demande si l'on va ou non interdire la burqa. Toutes nos constitutions garantissent l'égalité entre hommes et femmes. Or, on parle du niqab, qui est le symbole de l'asservissement absolu des femmes en islam. Je ne dis pas que toutes les femmes, mais c'est le symbole de cet asservissement absolu. Donc, pour moi, il aurait été parfaitement logique que les démocraties toutes interdisent ce niqab et qu'il y ait un niqab, deux niqabs ou plus. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Il faut interdire ce symbole. Et j'aimerais en venir aux musulmans et à leur position par rapport à ce sujet. Alors peut-être d'abord on va faire réagir par rapport à ce que vous dites. Vous parlez d'un symbole de l'asservissement. J'aimerais bien poursuivre un petit peu parce que ça va quand même dans ce sens-là, ce que je veux dire. Oui, mais on va y revenir. Hein. Le débat est encore long, Madame Valette. L'asservissement, symbole de l'asservissement de la femme, dites-vous, Madame Brunswick-Graf. C'est vrai que beaucoup sont choqués par ce voile intégral. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a personne au monde qui voit ce qui peut se passer dans certains pays ou certaines choses qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, inadmissibles par rapport à ce qu'on peut forcer les femmes à faire. Ce qui ne veut toujours pas dire que n'importe quelle femme qui porte un voile intégral est forcée de le porter. Donc ça, il faut encore être tout à fait clair par rapport à ça. On prétend aussi, à cet égard-là, faire le bien des gens malgré eux, ou plutôt malgré elles, en l'occurrence. Je crois qu'il faut être tout à fait réaliste par rapport à ça. Allez-y. J'aimerais préciser par rapport au fait qu'on ne contraint ou contraint pas les femmes. Moi, je suis persuadée que les femmes qui portent le niqab chez nous le portent volontairement. Absolument. Et elles font la promotion de cette absence totale de droit en islam. Et je trouve incroyable que nos sociétés acceptent cela. Alors là, on entre dans une autre affaire. On entre dans une affaire où vous êtes persuadé que le fait d'interdire ici, d'ailleurs, quelque part, vous leur interdisez de le faire ici parce que vous estimez qu'elles en font la publicité, vous le dites. Pas seulement, parce que la promotion veut dire la publicité. Je dis que moi, il y a des choses qui me aussi. dérangent de façon extrêmement profonde, mais que je n'interdirai pas comme telle, parce que je sais que si je décide d'une interdiction, je viole aussi une certaine liberté et je ne fais pas ce choix-là. Je peux faire le choix de dénoncer, je suis capable d'aller le dénoncer et de le dénoncer très clairement. Je me suis retrouvée dans des débats avec des personnes qui vont venir ici défendre des choses que moi je ne défendrai jamais, mais je dis tout aussi bien que le principe de liberté qui est évoqué tout à l'heure me fait dire ici qu'il n'y a pas lieu de prendre une interdiction. Mais au-delà de cela, je vais dire une deuxième chose. Cette liberté n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Il y a dans notre Constitution, qui est bien faite, il y a un article qui restreint la liberté de culte et la liberté religieuse si c'est dans l'intérêt public. Donc, par exemple, pour les abattages rituels, on le fait. Donc, on diminue, on a quand même un garde-fou à ce niveau-là. Maintenant, l'apposé d'intérêt, c'est quoi? Moi, je vois un intérêt public à cette affaire. J'y vois, moi, un intérêt. Parce que, voyez-vous, à l'école, qu'est-ce qui se passe? Déjà, là, ça commence. Les petites filles, elles sont formatées pour cette histoire de voile. Elles sont formatées dès la naissance. Elles sont habituées à jouer ce rôle d'esclave qu'on va leur faire jouer plus tard. Non, mais si, c'est les soumises de l'homme, c'est comme ça. Et donc, le problème qu'il y a, c'est quand vous voulez leur faire les cours de gym avec le voile ou les cours de piscine, d'accord, vous n'avez pas les moyens parce qu'elles ont toutes... Non, elles ont un certificat médical. Ah, c'est merveilleusement bien fait. Elles ont un certificat médical. Donc il faut interdire, Monsieur Freisinger, donc il faut interdire. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce voile n'est pas du tout innocent, soyons une fois clairs. Qu'est-ce qui différencie nos sociétés de ce genre de pratique? Votre visage, c'est l'image de ce que vous êtes, c'est votre identité. Je parle à un visage. Et ce visage, nous le lisons ici en Occident. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans le rapport
personnelle et d'individualité. Que nous avons, c'est votre dignité d'être humain. Vous êtes masqué à longueur de journée dans cette prison de toile. J'ai mis une burqa. On avait joué le jeu là une fois aux abords de. Eh bien, j'ai failli me faire écraser par le premier bus venu parce qu'il y a un angle de vision tellement restreint. C'est dangereux. Vous avez des œillères, monsieur Streitinger. C'est un problème. Vous n'avez pas besoin de mettre de burqa pour avoir des vous avez entendu la chanson de chose. Pierre Perret qui s'appelle La femme grillagée. Merveilleux. Il résume tout dans sa chanson. Une petite précision dans ce débat qui est importante parce que depuis le début de ce débat, on parle pas mal de termes différents pour désigner les différents voiles. Précisons qu'on parle de la burqa, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque la burqa et le voile... c'est ce qu'on ne voit pratiquement jamais ici. C'est ce qu'on voit jamais ici, mais on va le découvrir sur une image. Donc, c'est la burqa, c'est la burqa des musulmanes, alors que l'image en noir, c'est donc le voile intégral ou le niqab qu'on voit plus souvent ici. J'aimerais revenir à vous, Monsieur Norman Gobi. On l'a dit, donc l'initiative des Tessinois doit encore être avalisée par le Parlement fédéral. Il devra dire si ce vote est conforme à la Constitution. Et vous le disiez, donc, votre initiative se base sur ce qui se passe en France. Ça veut dire que si l'initiative est acceptée par le Parlement, les femmes portant le niqab au Tessin seront amendées. L'amende se portera à combien ? Au maximum de 10 000 balles quand même. Mais 10 000 francs ? Oui, jusqu'au maximum. C'était déjà ce qu'on avait prévu dans la loi cantonale. Ça fait cher le centimètre carré, là. Mais, non, je répète encore une fois, ce n'est pas une loi. On a voté la modification de la Constitution, donc il faut encore faire une loi d'application. La modification de la Constitution, quand même, fait appel à la loi française qui a été déclarée par la Cour constitutionnelle française conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je pense que aussi, dans le cas du Tessin, on peut prendre la même position. Mais en France, les amendes sont un petit peu moins salées. D'ailleurs, j'aimerais inviter sur ce plateau quelqu'un qui connaît bien ces amendes. Il s'agit de Rachid Nekaz. Merci de nous rejoindre, monsieur. Vous êtes Rachid Nekaz, un homme d'affaires et philosophe français d'origine algérienne. Vous avez aussi créé une association qui s'appelle Touche pas à ma Constitution. Et vous avez décidé de payer les amendes qui sont imposées aux femmes qui portent le niqab en France, notamment. Pourquoi ce choix-là ? Parce que tout simplement, je suis un humaniste. Un humaniste qu'on connaissait pendant le siècle des Lumières et qui aujourd'hui ont disparu des écrans radars du continent européen. Donc je le dis à nos amis suisses, oui, je m'engage Vous faites rire Oscar Freisinger. ici, devant vous, à payer les futures amendes des citoyennes suisses libres, car elles sont libres de porter l'habit de leur choix, même si moi, à titre personnel, je suis contre le niqab. J'ai une position qui est chère à quelqu'un qui nous est commun, qui s'appelle Voltaire, et qui disait que même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai. Et c'est pour ça qu'une des pièces de Voltaire a été interdite à Genève sous la pression des musulmans. Parce qu'il y parle de Mahomet. On va laisser terminer. Je me battrai jusqu'à la mort pour que ces femmes... Il n'aurait pas été de votre côté, Voltaire, je peux vous le dire. Pour que ces femmes puissent avoir la liberté de porter ce qu'elles veulent. Donc, vous savez, on est dans un pays qui a connu la réforme, où à l'époque, le catholicisme avait une position doctrinale très sévère à l'égard de celles et ceux qui ne croyaient pas ou qui ne pratiquaient pas le culte catholique. Et nous avons aussi, là aussi, un théologien commun avec la France qui s'appelle Calvin, qui a trouvé refuge à Genève et qui a participé à la réforme. Imaginons ce que Calvin penserait si aujourd'hui la Suisse votait une loi contre le niqab. Votre combat est très louable. Certains s'en amusent. Certains disent, dans le fond, vous cherchez à vous faire du capital politique, du capital symbolique, du capital social. Je ne suis pas encore candidat au présidentiel suisse. L'avantage de votre initiative, c'est que vous allez me permettre de régler mes problèmes budgétaires en Valais, parce que si vous payez toutes les amendes, moi, je vais faire mettre la burqa à tout le monde. C'est merveilleux et j'ai plus de problèmes budgétaires. Vous êtes dans un pays où on joue au poker. Je suis béni pour la Suisse. Vous savez, c'est quand même spécial, parce que dans un pays où on joue au poker, vous voulez payer pour ne pas voir. Ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, depuis 4 ans, j'ai la chance de connaître ces femmes qui portent le niqab. Et je crois que mieux Vous avez payé combien d'amendes? À ce jour, 689 amendes en France et en Belgique. Et au passage, la Hollande aussi a voté une loi contre le niqab. Mais les syndicats de police ont eu le courage de dire ça fait combien, nous ça fait quelle somme, pas. Ça fait quelle somme? Combien À est-ce que ce vous avez jour, déboursé? ça fait 126
euros. D'accord. J'aimerais entendre un autre Français d'origine algérienne qui est aussi avec nous, Malek Chebel. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Coran, vous le connaissez très bien puisque vous l'avez traduit. On vous doit plusieurs ouvrages, dont la nouvelle traduction du Coran que vous avez publiée chez Fayard en 2009. Monsieur Chebel, une question très simple. Dans le fond, on parle du niqab, du voile intégral depuis le début de cette émission. Est-ce que c'est un principe, de l'islam ? Un précepte de l'islam. Écoutez, il s'agit essentiellement d'une interprétation des versets coraniques. Les versets coraniques, si vous voulez, au 7e siècle, ont établi que la femme musulmane doit être, si vous voulez, habillée avec pudeur et sans ostentation. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour l'homme. Vous voyez, donc il n'y a pas de sexisme dans cette prescription coranique. L'homme et la femme doivent être en public habillés de manière pudique, de façon à ne pas, si vous voulez, susciter de tel ou tel désagrément aux uns et aux autres. Et donc, à partir de là, l'interprétation qui en a été faite dans certaines régions est allée un peu au-delà de cette pudeur pour recouvrir totalement la femme. Comme vous savez, moi, je me suis, positionné, j'ai pris des positions très claires concernant le voile en France pour les jeunes filles à l'école, c'est-à-dire pour les collégiennes, considérant qu'entre le voile et l'école, j'ai choisi évidemment l'école sans hésiter une seconde, étant donné le contexte, si vous voulez, français, qui est un contexte de laïcité. Et ce contexte de laïcité, si vous voulez, rajoute une charge supplémentaire à la stigmatisation éventuelle de ces jeunes filles musulmanes. Et en revanche, je l'ai été et je le suis encore, absolument contre la burqa, c'est-à-dire le fait de recouvrir la femme entièrement et de lui enlever toute possibilité, si vous voulez, d'échange avec son environnement. Aujourd'hui, pour vous, ceux qui portent la niqab, ceux qui portent la burqa, sont le symbole d'un islam rigoriste, d'un islam obscurantiste? Écoutez, niqab et burqa, d'après ce que j'ai compris dans votre bouche, c'est à peu près la même chose. Il y a peu de différence entre les deux. Moi, je parle du voile islamique, c'est-à-dire le fichu qui recouvre les cheveux et pas le visage. Là, si vous voulez, il y a une possibilité évidemment de discuter avec les femmes, il n'y a aucun problème. Pour le reste, la burqa traduit en effet, dans les faits et dans le vêtement, un type d'islam, une interprétation de l'islam qui est assez sectaire. Et je dirais même très localisée dans l'espace et dans le temps, puisque nous ne l'avons finalement connu que depuis ces dernières années seulement, si vous voulez, dans les pays méditerranéens et en Europe. Je crains que, malgré tout, je ne pense pas qu'il y ait une contrainte, si vous voulez, individuelle sur ces femmes-là. Souvent, c'est elles, par elles-mêmes, qui décident de les porter, ce que je respecte en soi, évidemment, étant donné que je suis aussi démocrate que les gens qui sont sur le plateau. Mais je dirais que la psychologie collective que cela introduit est assez délétère, au fond, pas pour l'espace public seulement, pour l'ensemble des musulmanes qui décident de ne pas porter le voile. Et je pense que les femmes qui portent la burqa, c'est quand même une minorité dans l'ensemble si vous voulez, parmi les musulmans dans leur ensemble, et cela porte quand même préjudice à une extrême majorité de femmes qui se trouvent stigmatisées de ce fait par le comportement de ces femmes qui sont minoritaires dans le nombre. Et je dirais, pour terminer là-dessus, malgré tout, je pense qu'une loi, à mes yeux, n'est pas nécessaire dans l'état actuel des choses. D'après ce que j'ai compris, le nombre est tellement réduit que peut-être la pédagogie ou la rencontre individuelle avec ces femmes-là, ou le fait de leur expliquer quelle est la responsabilité qu'elles prennent en portant la burqa et le préjudice que cela comporte pour les autres femmes, devrait suffire. Faire une loi, c'est souvent exciter encore d'autres femmes à vouloir le porter pour exister. On va en parler, Monsieur Chebel. Vous dites effectivement que le nombre de femmes qui portent le niqab ou voile intégral en Suisse sont peu nombreux. C'est effectivement le cas. Officiellement, on parle de 130, mais c'est probablement beaucoup moins. Mais parmi ces femmes qui portent le niqab, il y en a une qu'on voit partout sur les plateaux de télévision, dans les journaux. Il s'agit de Nora Ili. Elle est zurichoise, convertie à l'islam et elle travaille pour le Conseil central islamique suisse. Isabelle Fiot l'a rencontrée. Prendre la pause sur la place fédérale, une habitude pour Nora Ili.
Ce vendredi, elle est sollicitée par la presse dominicale avec une collègue du comité central islamique. Nora Eli, un visage invisible, mais une voix qu'on entend partout. Pour moi, c'est important de donner la vision d'une musulmane qui a décidé librement de porter le voile intégral. Je veux aussi démontrer que le fantôme effrayant décrit par les médias et le monde politique ne correspond pas à la réalité. Les médias se l'arrachent car la jeune femme de 29 ans est la seule à oser parler. Vendredi, elle défendait le port du niqab à la télévision alémanique. Le personnage dérange autant qu'il fascine. Elle est même invitée à l'étranger. En octobre 2012, elle choque les Allemands avec des propos favorables à la polygamie. Son niqab est devenu son combat. On la voit ici faisant campagne au Tessin. Elle, la zurichoise, convertie à l'islam à l'âge de 19 ans. Depuis que je porte le niqab, je me sens plus sûre de moi. C'est la voie spirituelle que j'ai choisie. Ce n'est pas un simple habit que je peux mettre et enlever. C'est un acte de foi, une action que je fais par adoration pour Allah. Et ça me donne de la force et de l'énergie pour faire face aux attaques. La jeune femme ne passe pas inaperçue à Berne, où elle s'est installée avec son mari, lui aussi un Suisse converti. Mère de 4 enfants, elle est responsable des questions féminines au Conseil central islamique suisse. Je revendique mon droit à la liberté, à l'autonomie. À ceux qui disent vouloir libérer les musulmanes, je dis « laissez-moi tranquille, parce que je suis libre, je n'ai pas besoin d'être libérée ». Nora Eli dit ne connaître que 10 femmes portant le niqab en Suisse. Pour elle, il est inimaginable que son pays lui interdise de continuer à vivre ainsi. Nicolas Blanchot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le collègue de Nora Eli, vous êtes le président du Conseil central islamique suisse. Exactement. Alors vous aussi, vous êtes un Suisse converti à l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont dit depuis le début de cette émission que le niqab est quelque chose de choquant, qu'il relève d'un islam sectaire, comme disait tout à l'heure Malek Chebel? Alors tout d'abord, j'aimerais préciser que j'ai bien entendu que dans cette émission, on était plus ou moins d'accord sur tous les côtés que la burqa ou le niqab ou le voile intégral était un problème. Il y a ceux qui ne voient pas une interdiction nécessaire au niveau de la loi. Il y a d'autres qui voient une nécessité. Moi, j'aimerais préciser quelque chose sur ça. C'est qu'on oublie dans ce débat quelque chose qui est bien plus grave que le fait de discuter sur ce voile intégral, bien plus grave le fait de discuter sur les minarets, c'est de voir dans quel contexte cette interdiction et ce vote est venu. Il ne faut pas oublier que depuis 2009 et depuis la campagne... C'est la votation sur les minarets, exactement, 2009. On a une campagne qui est absolument islamophobe, qui touche le peuple suisse et aujourd'hui, il a touché le milieu de la société suisse. Et maintenant, on a encore un avancement politique au Tessin qui veut l'interdiction du voile intégral, bien sous-entendu avec des prétextes, mais maintenant, on entend dans toutes les discussions, notamment avec ses collègues, M. Freisinger, avec M. Vopman, avec M. Reimann, qui fait des avances islamophobes pour interdire le voile. Le voile, on ne parle plus de voile intégral, le voile en Turgovie, le voile à l'école à Saint-Gall, en Argovie, ensuite à Berne, ensuite à Bâle. Et si on entend tout ça, excusez-moi, il faut peut-être plutôt commencer à parler de l'islamophobie grassante dans ce pays, au lieu de discuter simplement sur cette question isolée. Monsieur Blanchot, vous posez une question importante. Monsieur Freisinger, une réponse. Peut-être j'aimerais juste qu'on revoie ensemble l'image des minarets. L'affiche des minarets, c'était en 2009. C'est vrai que ça nous a étonnés, ça nous a surpris dans l'équipe d'Infrarouge de ressortir cette image parce qu'on voit déjà à l'époque en 2009, on voit cette image avec une femme en burqa. On a presque envie de dire que la campagne se préparait déjà
en 2009 avec les minarets? Je commencerai par me poser la question, comment est-on vraiment sûr que la personne qui vient de parler est réellement Nora Illy? On l'a vérifié en tout cas. On l'a vérifié. Vous êtes sûr? On l'a vérifié. Oui, non, on l'a vérifié. Sur l'islamophobie, M. Freisinger. Non, mais voyez ce que je veux dire. L'identité est complètement effacée. Elle est écrasée. Et ça, moi, je trouve que c'est intolérable. Pas dans un pays comme le nôtre. Ils le font là où la religion est dominante, en Arabie Saoudite. Ça m'est égal. Mais essayez de vous balader en bikini à Riyad et vous verrez ce qui vous arrive. Monsieur Freisinger, il y a une question qui vous a été posée par M. Blanchot. Depuis 2009, soyons bien clairs. Depuis 2009, ni les touristes musulmans qui viennent à Genève sont en diminution, non, ils sont en augmentation, ni la pratique religieuse dans les mosquées ou dans les lieux de prière n'a été interdite ou entravée, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que c'est garanti par la Constitution, on ne s'est jamais battu là contre, mais on veut que ça reste une affaire privée. Cette religion ne doit pas prendre en otage l'espace public. Donc vous dites pas de climat islamophobe, vous dites non, pas de climat il n'y a pas du tout eu le moins... Alors depuis 2009, je n'ai pas vu le moindre problème. Et juste encore un truc sur l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme que les islamistes ont inventé parce qu'ils mettent la charge de la faute sur l'autre en disant « vous êtes islamophobe ». Quoi que vous sortiez comme argument, il sera nul parce que vous êtes islamophobe. C'est marrant, on n'a pas de problème avec les sikhs, les bouddhistes, les hindous, aucune autre religion. Est-ce que peut-être il n'y a pas un problème dans le dogme islamique qui pose justement une difficulté à notre société occidentale? Alors, Martine Roth-Schweiggraff. Moi, je vais quand même vous renvoyer le dos à dos les deux, parce que je veux aussi m'adresser à M. Blanchot. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ouais, bien. Parce que je pense vraiment que dans ce pays, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a un amalgame. C'est vrai qu'entre la discussion sur l'extrémisme et la discussion sur la religion musulmane, et on le voit, parce qu'après, tout à coup, on parle du dogme qu'il y a dans la religion, etc., on s'en prend directement ou indirectement à l'ensemble des musulmans. Non, ça devient... au dogme. J'ai bien dit le dogme. On va laisser répondre. J'ai la politesse de vous laisser parler. Je suggère que vous en fassiez de même. Je n'ai pas parlé des musulmans, j'ai parlé du dogme islamique. Donc l'islam. À ma connaissance, et je me permets de dire ici simplement les choses, je pense qu'effectivement, il y a une stigmatisation des musulmans en Suisse. Elle est parfois volontaire, elle est parfois involontaire, mais les faits restent le même. Et où je m'en prends quand même à M. Blanchot, c'est pour dire la chose suivante. Je pense que les musulmans de Suisse, tous ceux qui ne sont pas extrémistes, tous ceux qui vivent leur religion dans la sphère privée, tous ceux qui vivent leur religion dans la sphère privée, qui respectent l'état de droit et qui permettent d'être des et qui vivent en citoyens où on respecte la citoyenneté, tous ceux-là ont besoin aussi d'être représentés. Et je dois dire que très malheureusement, ils ne sont souvent pas représentés, ces propos, c'est quand même pas représentés normal, par le Conseil islamique. Ça, je le dis clairement Madame ici, parce que là, c'est un vrai problème. Voilà, c'est un vrai problème. Alors, Monsieur Blanchot, et la deuxième chose que j'aimerais dire... On va laisser terminer Madame Roth-Schweiggraff. C'est qu'il y a des règles dans ce pays. Non, parce que c'est des propos non tolérables. Je vais vous donner la parole. On laisse terminer Madame Roth-Schweiggraff. Ça m'est complètement égal de savoir ce que vous trouvez tolérable ou pas, parce que moi, je vais vous dire simplement ce que j'observe comme président de la Commission fédérale contre le racisme, et je suis inquiète. Je suis inquiète de cette atmosphère et je pense qu'elle est malsaine pour différentes raisons. Et je pense aussi que les musulmans ont besoin d'entendre d'autres voix que la vôtre, ont besoin d'entendre des gens qui parlent aussi de ce qu'ils sont en Suisse et de pourquoi ils respectent la loi suisse. Alors, Monsieur Blanchot, c'est vrai, il faut quand même préciser. Dans le reportage, Nora Illy soutient la polygamie, vous ne donnez pas la main aux femmes, vous acceptez les femmes... On le sait, maintenant, on va arrêter. Maintenant, vous êtes en train de détourner la causalité. Non, on est en train de détourner... Alors, Monsieur Freisinger, vous voulez commencer comme ça? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous commencez pas avec de tels propos. Vous, dans votre maison, vous avez une Kriegsreichsflagge, il l'a dans son truc, et commence à attaquer les musulmans. On va aller plus loin. Son UDC, non, laissez-moi finir, parce que ça... C'est des propos que je ne tolère plus. Donc lui, il a commencé, il est de l'UDC. Ses collègues, Alexandre Muller, il dit sur Twitter, peut-être nous avons besoin d'une autre nuit de cristal, simplement cette fois-ci, contre les mosquées. Madame Brunschwig-Graf... Il a été exclu du parti. Mais c'est votre parti. Séance tenante, on l'a foutu dehors. C'est pas le seul. On a encore Jean-Claude Legris. Il a été condamné. La même chose. Il a été sorti de son état parce qu'il a harcelé des personnes tant qu'il était à la Chaux-de-Fonds. On a encore un autre aujourd'hui, Ley Herman, qui a été condamné aujourd'hui
pour violer. Monsieur Blanchot, on ne va pas faire le procès de toutes ces personnes, Monsieur Blanchot. On ne va pas faire le procès de toutes ces personnes qui ne sont pas sur le plateau. On vous pose une question simple. Monsieur Blanchot, non, quand on vous dit islam radical, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, elle a dit que nous sommes des extrémistes. Oui. Qu'est-ce que vous répondez, Elle a dit Monsieur Blanchot? que nous sommes des personnes qui n'acceptent pas la loi. Je pense que des gens qui font de la promotion de polygamie J'aimerais bien terminer. J'ai jamais dit de tels propos. Depuis 2009, on me met des choses dans ma langue, ce que j'aurais dit, et je n'ai jamais dit des propos pareils. De ce côté comme de ce côté-là. Excusez-moi, mais à Arena, je vous ai demandé à 5 reprises de condamner la lapidation des femmes. Vous n'avez même pas réussi une seule fois à le faire. Alors condamnez-la. Dites-moi, je condamne la lapidation des femmes, Monsieur Blanchot. Allez-y, je vous écoute, Monsieur Blanchot. Dites-le. Je peux dire, je condamne la lapidation. D'accord, bravo, vous êtes compatible avec notre état de droit. Monsieur Blanchot, dites-moi la même phrase. Monsieur Blanchot, la même phrase. La même phrase. Monsieur Blanchot, dites-moi, je condamne la lapidation des femmes. Dites la phrase. Pourquoi vous ne la dites pas? Pourquoi ne dites-vous pas cette phrase qui est fondamental même pour votre collègue musulman? Pourquoi ne la dites-vous pas? Je suis un humaniste, d'abord. Vous êtes un musulman intelligent. Monsieur là, dites-moi, je condamne la lapidation des femmes. Monsieur Blanchot, j'entends bien. Monsieur Freisinger, c'est moi qui pose les questions sur ce plateau. Des racistes, des fascistes. Vous pouvez m'insulter tant que vous voulez. Dites-moi la phrase. En Allemagne, est-ce que oui ou non vous condamnez la lapidation des femmes? Monsieur Freisinger, vous avez plein de places en Suisse. qui mène le débat. Au nom de la démocratie. Monsieur Blanchot, messieurs, on ne comprend rien. Oui, ça fait rien. Dès qu'il parle, on va pas le laisser parler. Je vous laisse juge, Monsieur Freisinger, s'il vous plaît. Monsieur Blanchot, je vous laisse juge de vos propos. On ne cautionne pas ces propos infrarouges. Et je vais passer la parole à Malek Chebel. Vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Je voulais réagir parce que j'ai vu qu'il y avait des amalgames assez déplorables au niveau du plateau. Chacun parle, si vous voulez, de l'islam de son côté. Je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a en effet, depuis une dizaine d'années, une islamophobie rampante. Et si on laisse faire, en effet, elle va s'amplifier. Ceci étant, il est possible aujourd'hui, à mes yeux, de critiquer certains aspects de l'islam. Et à titre personnel, je le fais très, très simplement. Je suis contre la lapidation, je suis contre la polygamie, je suis contre la burqa, mais je suis pour le bel islam. Je suis pour l'intégration des musulmans en France, qui sont quand même la majorité en France, en Suisse et en Belgique et dans toute l'Europe, qui sont quand même l'extrême majorité de musulmans qui sont, si vous voulez, pour le pacte républicain et qui respectent les lois de chaque pays. Je ne vois pas pourquoi on donne, si vous voulez, quitus aux fondamentalistes, au fond, tout simplement à ceux qui considèrent que leur religion est la seule voie de pensée possible pour pouvoir exister sur cette planète, et les autres ne sont pas de bons musulmans. Donc on leur fait beaucoup de publicité, leur agenda, leur vocabulaire est devenu le nôtre, et je trouve ça absolument inacceptable en tant que musulman. Merci, Monsieur Chebel. Mireille Valette, ça fait longtemps que vous vouliez intervenir. L'islamophobie est pas rampante. Il y a des sondages qui montrent dans toute l'Europe que l'hostilité envers cette religion monte à un rythme assez impressionnant parce qu'on la considère comme intolérante et sexiste. Alors moi, j'aimerais revenir à la position des musulmans sur cette burqa. Les musulmans ont dit, bon, d'abord, à leur place, il me semble que j'aurais été stigmatisée par l'apparition du niqab dans nos sociétés et pas par son interdiction. Parce que ces musulmans nous disent, Madame Brochevik l'a répété d'ailleurs, la grande partie sont ouverts et intégrés. La grande partie sont opposés au niqab, ne veulent pas du tout que les femmes le portent. C'est pas vrai, madame? Si, elle dit la même chose. Je ne sais pas, parce que le problème, c'est qu'ils sont tous opposés, enfin tous, une grande partie est opposée, et le résultat, c'est qu'ils sont encore plus opposés à l'interdiction. Donc là, pour moi, c'est un double langage. Et c'est clair que cette islamophobie, comme vous l'appelez, elle va augmenter avec ce genre d'impossibilité à fermer le moindre pas vers nous, vers nos valeurs. Ok, le niqab, non, on ne veut pas. On est contre, eh bien, demandons l'interdiction. J'aurais trouvé magnifique que les musulmans demandent son interdiction, et ça m'aurait même paru logique s'ils sont ouverts et intégrés. Monsieur Blanchot va vous répondre. Moi, j'aimerais bien dire sur ce point-là, on peut être contre le fait de porter un voile intégral. On peut le trouver moche. On peut même dire que peut-être ça me fait peur. Mais voilà,
c'est des ressentiments qu'on peut ressentir, mais c'est pas pour ça qu'on va faire. Mireille Valette, dans le fond, vous dites que c'est dégradant pour l'image de la femme. Monsieur Blanchot. Le fait, elle dit que l'islamophobie, si on ne fait pas un pas envers eux, moi je vais dire non, stop. Ici, les musulmans, ils n'ont jamais fait des problèmes dans ce pays. Aujourd'hui, on leur demande de faire des pas envers la société, la majorité, qui n'a en fait jamais vu des problèmes des musulmans. Et je vous dis qu'un tel prêche qui est perçu par les musulmans maintenant comme un prêche de la majorité, et ensuite on va voter, cette minorité ressent ce prêche et ces votations comme une tyrannie de la majorité. Et ça, c'est ça le problème. Et c'est ça qui va faire, qui met en danger la paix sociale dans ce pays. Alors, visiblement, vous avez des supporters dans le public. J'aimerais aussi, j'aimerais qu'on enchaîne et qu'on avance dans ce débat avec vous, Cécile Marel, parce que vous, on l'a dit, on l'a compris, je crois que vous êtes contre une loi interdisant la burqa. Mais vous avez fait une autre proposition, le Parti socialiste qui se prononce aussi sur la burqa. Vous voulez pénaliser les maris qui obligent leurs femmes à porter le voile intégral. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que je considère que ce débat crée pas mal de dégâts dans l'opinion publique et ce débat en est la preuve. Il y en a d'autres, il y a d'autres médias qui ont créé aussi les médias ont une responsabilité par rapport à cette affaire. Moi, je trouve et pas le Parti socialiste alors, pas le Parti socialiste, seulement les médias. Non, mais j'en viens au Parti socialiste. Le Parti socialiste, il est, comme vous avez pu le constater, assez timide sur cette question parce que je trouve que le fait de faire des débats politiques avec des femmes qui portent effectivement un niqab, comme ça a été fait par Arena vendredi passé, je trouve que c'est dommageable parce que la population musulmane en Suisse, disons, doit être représentée dans ce débat et qu'il est uniquement représenté, et ce plateau en est la preuve, par des personnes qui constituent une extrême minorité de la population musulmane. Et c'est clair qu'à mon avis, ce n'est pas un procès, Madame Babarbachi, que je vous fais, mais je pense que c'est aussi de la responsabilité des médias, aussi des politiques, on viendra tout à l'heure, d'avoir quand même des représentants dignes de ce nom qui représentent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas digne, je dis simplement que la communauté musulmane ici n'est pas représentée. Deuxièmement, on fait toujours un débat culturaliste et religieux de cette affaire. Il y a trois musulmans qu'on a invités ce soir. Il y a trois musulmans. D'accord, juste. D'accord, non, mais venons-en parce qu'il nous reste encore quelques minutes à cette émission, mais il n'y a pas encore 2 heures. Chose, comme vous avez pu le constater, je me permets quand même une petite remarque. Disons, sur votre proposition, il part d'un questionnement. C'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour lutter contre des phénomènes qui sont profondément régressifs, comme le port du niqab ou de la burqa ou d'autres types d'aliénation des femmes, parce qu'on parle de ça, mais on pourrait parler de la scarification des sexes des femmes, des mères de famille qui envoient dans des concours de minimis des jeunes filles, des gamines de 5 ans et qu'elles leur font porter des talons de 5 à 9 cm, etc. Il n'y a pas que les femmes musulmanes intégristes qui ont le monopole de l'aliénation, et puis ça, on s'en occupe beaucoup moins. D'accord, mais alors on revient à votre proposition, excusez-moi, mais il faut qu'on en avance. Régressif sans nous-mêmes tomber dans la régression. Et c'est ça toute la question, dans la régression en termes de démocratie et de droits individuels. Vous êtes en train de nous enfumer. Vous avez fait, excusez-moi, non, mais là je m'énerve un petit peu, excusez-moi. La question, vous avez fait voilà, exactement. La première question, alors, la proposition du Parti socialiste, c'est quoi? La proposition du Parti socialiste, elle se décline en 4 axes. La première, c'est d'avoir une évaluation de l'ensemble des interdictions qui ont été faites en Suisse, dans les communes, dans les cantons et au niveau international, puisque on sait très bien qu'il y a des effets particulièrement pervers de ces interdictions générales du voile intégral. La deuxième chose, il y a eu des émeutes à Trappes, il y a eu effectivement toute une série de personnes qui ont été recluses à la maison. La deuxième proposition, c'est que l'État soit garant des libertés et du droit vestimentaire des femmes. Non, mais tout ça, ça existe, Madame Amarel. Tout ça, ça existe. Attendez 2 minutes que je puisse ne serait-ce que formuler un élément un peu rationnel dans ce débat, non culturaliste ni religieux, un peu laïque et égalitaire. La deuxième chose, c'est de pouvoir permettre à l'État, comme ça a été fait sur la question du viol entre époux, sur les mariages forcés, à un moment donné, la norme pénale peut avoir un effet pédagogique, comme sur la question des mariages forcés. Et cette norme pénale, elle existe dans un certain nombre de pays. Et c'est la question de la contrainte qualifiée au niveau vestimentaire. Donc vous voulez punir les maris, vous voulez pas que les maris, Madame Babarbachi, parce qu'on a dit tout à l'heure un immense mensonge, c'est de dire que le 99% des femmes, c'est Christophe Darbellet qui l'a dit récemment, le 99% des femmes
qui portent les voiles intégraux le font de manière délibérée. Il y a un rapport de mission de l'Assemblée nationale qui dit qu'il y a un certain nombre de femmes, qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit, qui sont contraintes et sous pression pour porter on a compris ces voiles. pénaliser les gens qui obligent les femmes à porter le voile intégral. Le troisième axe, c'est la question de la loi sur les discriminations. D'accord. Non mais excusez-moi, c'est les lois sur les discriminations et toutes les mesures qui peuvent pousser les femmes, qu'elles soient musulmanes ou autres, mais pousser les femmes à pouvoir se socialiser plus facilement dans la société. D'accord, très bien. On va revenir à vos diverses propositions, mais Monsieur Gobi est très impatient de prendre la parole. Monsieur Gobi. Non, justement parce que la proposition qui a maintenant expliqué Mme Amarel, c'était aussi prévu dans le contre-projet élaboré par le Conseil d'État, donc que j'ai défendu devant le Parlement, qu'on a aussi obtenu une bonne majorité dans la population, mais dans le choix entre l'initiative et le contre-projet n'a pas passé. Donc le Tessin ne pensait pas seulement l'interdiction de la simulation du visage dans les lieux publics, mais aussi dans ce domaine-là où vraiment la femme est plus mise sur pression. Si je peux aussi revenir un petit peu sur la représentativité de la communauté musulmane en Suisse. Si je pense à ma jeunesse, je suis grandi dans un petit village en Levantine, on avait une bonne communauté originaire de la Turquie. On n'a jamais eu un problème pendant des dizaines d'années avec ces gens qui venaient de la Turquie parce que c'était déjà un État moderne, laïque. Maintenant, on voit aussi des jeunes Suisses qui veulent adhérer à la religion musulmane qui, malheureusement, ne prennent pas une ligne, disons comme ça, moderne de l'islam, comme disait aussi M. Chevrel, mais c'est plutôt une ligne conservatrice, mais surtout un petit peu extrémiste. Et c'est un des problèmes qu'on a eu au Tessin, parce qu'on vit près de l'Italie, on vit près de la métropole de Milan, où là-bas aussi, on a une grande communauté d'immigration provenant des pays qui amènent aussi cette tradition, qui ne sont pas conformes, disons comme ça, aussi à la modernité de notre pays, mais aussi de l'islam. Alors, pour revenir sur la proposition socialiste, M. Freisinger. C'est totalement inapplicable dans les faits. L'intention est bonne. Je reconnais que l'intention, on ne peut pas être contre. Mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes, elles sont, depuis leur naissance, elles sont éduquées, pour une loi sur les discriminations? Non, mais attendez, elles sont formées pour accepter ce rôle que ce patriarcalisme exacerbé veut leur faire jouer. Ensuite, elles sont intégrées dans une sorte de communauté clanique qui exerce une pression extrêmement forte sur ces femmes. Il y a aussi beaucoup de convertis. Et vous avez lu comme moi les témoignages de combien de femmes qui ont essayé de sortir de ce giron-là et qui ont eu les plus grands ennuis, la difficulté que cela représente. C'est horriblement dur. Donc, vous pouvez le dire, mais vous n'arriverez jamais, par rapport à ce syndrome de Stockholm collectif, vous n'aurez pas l'instrument pour le faire. L'intention est bonne, l'application me semble horriblement difficile. On disait la même chose. Ce qui se passe en France, parce que j'ai l'impression de vivre un copier-coller non seulement du débat mais de la loi, puisque la loi en France déjà met en avant les deux dimensions. Interdiction du voile intégral pour les femmes et en même temps pénalisation des hommes qui contraindraient les femmes à porter ce voile. Aujourd'hui, nous avons... C'est difficile à appliquer, c'est difficile à appliquer. Mais aujourd'hui, on a la chance. On va laisser terminer monsieur Necker. Juste un peu d'expertise sur ce qui se passe en France. On a la chance aujourd'hui, en France, 2 ans après l'application de la loi, d'avoir des éléments d'information. Et parmi ces éléments, il y a celui-là. 1122 interrogatoires de femmes dans un commissariat de police français. Le résultat de ces interrogatoires, où on pose à ces femmes entre 30 et 50 questions, par exemple, depuis quand vous portez le voile, est-ce que quelqu'un vous oblige à porter le voile, est-ce que vous vous sentez menacé, etc., etc. Au bout de 1123 interrogatoires, aucun homme, je dis bien aucun homme, que ce soit un mari, un papa ou un frère, n'a été inquiété ou par la police ou bien par la justice française. Ce qui veut bien dire que sur ces... Ils n'essayent même plus. Ils n'essayent même plus. Monsieur Freisinger. Je finis juste, si vous permettez. Ce qui veut bien dire que ces femmes, que ça nous plaise ou pas, et moi, à titre personnel, ça ne me plaît pas. Ma femme est catholique et américaine. Mais dans une démocratie, ce qui est important, c'est les principes et pas ce qui plaît ou ne plaît pas. Voilà. Et j'ai l'impression que la Suisse, comme la Belgique, comme la Hollande, comme la France, ce sont des pays qui sont en train de sombrer dans une islamophobie galopante, dans la dictature de la peur. Et à ce rythme-là, demain, je ne serais pas étonné, s'il vous plaît, je ne serais pas étonné qu'on vote une loi contre les démons, contre les cauchemars. Non, monsieur Freisinger, non, Martin Busch-Vigraf, ça fait un moment que je lui ai promis la parole. Martin Busch-Vigraf.
Martine Brunschwig-Graf sur la proposition socialiste. Sur la proposition socialiste et sur les lois ou les pénalisations qu'on introduit et qu'on n'arrive pas à faire respecter. Parce que ce n'est pas une question de loi sur les discriminations. On a un débat pour savoir si on peut avoir une loi sur les discriminations. Et on sait d'ores et déjà que les partis politiques ne sont pas prêts à s'embarquer dans ce type de loi parce qu'il est extrêmement difficile de la déterminer. Mais là, ce dont vous parlez, c'est la pénalisation de certains actes dont on n'arrive pas à faire la preuve. Et moi, je suis formellement et fondamentalement opposée à ce qu'on adopte des dispositions légales, quelles qu'elles soient, quand on est incapable de les faire appliquer ou quand on les rend totalement anecdotiques. Et je vais vous donner juste une information parce que je pense qu'on a une norme pénale contre le racisme à laquelle je suis très attachée. Mais on sait aussi déjà aujourd'hui qu'il est extrêmement délicat et extrêmement difficile. Et ce qui tue ce type de loi, c'est quand on y fait appel et que régulièrement, ensuite, on fait la démonstration qu'on y a fait appel à mauvais escient. Et ça, c'est pire que de ne pas avoir de loi du tout. Et c'est pour ça que moi, je suis des plus sceptiques sur ce genre de mesures-là. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Puis la deuxième chose, c'est que quelque part, on met le doigt dans une affaire qui est vraiment l'intrusion dans les relations avec les personnes dont on est incapable véritablement de savoir la vérité. Alors, Mireille Vallet, pour être un peu brutale, cette proposition me paraît être du bouillon pour les morts, c'est-à-dire ne servir strictement à rien. Je pense qu'il y a quand même une grande partie des femmes qui portent volontairement et qu'effectivement, on n'arrivera pas à prouver qu'elles sont contraintes. Est-ce que c'est embêtant pour vous que des femmes décident librement de porter le niqab? Ah, Est-ce que ça vous embête? Pour moi, c'est une honte. C'est le symbole de ce que vivent les femmes qui doivent porter ce genre de vêtements en islam. Est-ce que c'est important pour vous? Les principes des libertés publiques. Mais on n'a pas toutes les libertés. Et je pense que celle-ci devrait être supprimée. Donc on n'a plus le droit de s'habiller comme on l'entend aujourd'hui en Suisse. Mais j'aimerais revenir sur votre loi contre le niqab. En fait, je trouve extraordinaire que parce que des gens ne veulent pas respecter les lois, on décide qu'il faut supprimer la loi. Ce qui est fort intéressant propose de la modifier, en la France, loi. Que les choses soient c'est claires. de constater que les femmes de la qui modifier. portent le niqab sont des représentantes de l'islam radical et qu'elles utilisent cette loi pour faire des provocations, pour appeler les petits copains qui arrivent parfois 100 ou 200 pour agresser les policiers. Et je trouve très important pour la France qu'elle voit cet islam radical qui se déploie et qu'elle prenne des mesures. Elle n'en est pas encore là, mais j'aimerais entendre Malek Chebel, vous avez entendu ce qui se dit sur ce plateau. Certains disent qu'au contraire, pour certaines femmes musulmanes, porter le niqab en Europe, c'est une façon de s'émanciper, c'est une façon d'affirmer leur identité dans l'espace public. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment tu veux identifier? Écoutez, sur les 13 siècles et demi d'existence de l'islam, c'est seulement le XXe siècle qui véritablement a voilé la femme. Si on considère que le voile est le symbole de l'islam, ce que je trouve attristant, que l'on puisse identifier, si vous voulez, une religion à un vêtement et la réduire à un vêtement, je trouve ça tout à fait désolant pour les musulmans en général. Je pense que les 13 siècles qui ont précédé, les 12 siècles et demi, toutes les femmes n'étaient pas musulmanes. Vous voyez l'absurdité. Donc à partir de là, je dis, il faut que les musulmans aussi acceptent de regarder les éléments qui les mettent en difficulté. Ils donnent en quelque sorte le bâton et le fouet à ceux qui veulent les martyriser. Donc à ce moment-là, s'ils veulent que l'ensemble de l'Occident, si vous voulez, cesse de les regarder de manière négative, il faut qu'ils voient pourquoi. Quand on travaille aussi de prise de conscience et de quelque part de courage de la part des musulmans, quand ils sont en minorité, de pouvoir se caler, si vous voulez, sur le projet sociétal au sens large, sans pour autant évidemment se renier. Je n'appellerai jamais les musulmans à se renier et à renier leur foi. Je trouve que quand ils sont sincères, c'est très beau. Et moi, je défendrai toujours la liberté, si vous voulez, religieuse, y compris dans les pays laïcs. Mais de là, si vous voulez, à exagérer et à mettre, si vous voulez, le curseur le plus loin possible pour son confort personnel, sans veiller aux relations avec les gens avec qui on habite, ou même avec les autres musulmans qui ne font pas la même lecture de l'islam, je trouve ça désolant. Alors, M. Blanchot va vous répondre. Moi, j'entends, au nom de la liberté des femmes, au nom de l'égalité
entre hommes et femmes, au nom de la sécurité, au nom de tellement de mots qui sont tombés, on va faire des interdictions. C'est complètement contradictoire. Au nom de cette liberté, mais on interdit. Et puis aujourd'hui, vous dites les attaques sur les policiers en France parce que des femmes sont fouillées. Moi, c'est ce que je viens de dire avant, mais on a tout à fait ignoré ce que je viens de dire. C'est le fait que cette islamophobie est un danger pour notre pays. Et voilà, en France, la paix sociale est en question. Et je vous dis quelque chose, en Suisse, ça sera la même chose. Si on interdit le voile à l'école, si on interdit le niqab au niveau national, si on interdit la circoncision pour les hommes, le carré pour les musulmans, toutes ces questions qui, en Suisse alémanique surtout, sont attaquées par l'UDC et d'autres partis comme le PLR et autres qui sont avec eux, font des fractions, eh bien moi je vous dis, le jour où il y aura des interdictions, moi j'appellerai la population musulmane, une minorité ici, je les appellerai à ne pas suivre cette loi, à montrer qu'il y a une résistance civile parce qu'on est en train de contredire les lois supérieures, les lois internationales, les lois des droits de l'homme. Et moi, je dis, ça suffit. Monsieur Blanchot, Martine Grunschiegraff va vous répondre. Moi, j'aimerais dire quelque chose de très clair à Monsieur Blanchot. Je pense qu'il est l'illustration, malheureusement, de ce que personne ne souhaite comme représentation des musulmans en Suisse. Ouais, et je pense on va laisser terminer. On va laisser terminer. Je vais terminer, Madame Grunschiegraff. Avec la réalité, Madame Grunschiegraff. Monsieur Blanchot, je suis bien éduquée et vous aussi. Donc vous allez me laisser parler et terminer ce que j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire est la chose suivante. Je n'accepte pas que sur un plateau de télévision, on en vienne ici à déclarer qu'on peut encourager les gens à la désobéissance civique et à la désobéissance légale. Quelle que soit la loi, qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve inadmissible qu'on encourage les gens à ne pas la respecter. Et je suis convaincue que toutes celles et ceux qui représentent ici la religion musulmane et qui ne sont pas de votre avis sont des gens qui respectent l'état de droit en Suisse et qui estiment que quelle que soit la loi qui est votée, elle doit être respectée. C'est pas juste parce que la majorité, c'est pas juste parce que la ça n'a rien à faire avec la liberté. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à faire avec la liberté. Monsieur Blanchot, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien... Vous ne représentez que vous-même, Monsieur Blanchot, personne d'autre. Bien. C'est pas parce que la majorité d'un peuple est pour une discrimination qu'elle est justifiable. Alors, Monsieur Blanchot, en tout cas, on vous laissera juge de vos propos, précisant encore que la loi tessinoise donc devra passer au Parlement et ça sera vraisemblablement l'année prochaine. C'est ça, Madame Amarelle? Vraisemblablement, oui. D'accord. Donc, on reparlera, en tout cas, de ces questions de voile intégral. Merci en tout cas à vous tous. Si je peux me permettre, au nom de la liberté, je soutiendrai son appel à la désobéissance civile et je paierai toujours un homme qui refuse de condamner la lapidation des femmes parce qu'il n'a pas donné la preuve de son sens de la démocratie. J'aimerais bien conclure cette émission. Merci en tout cas à vous tous d'y avoir participé. Débat animé aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez continuer à vous exprimer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité Infrarouge. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à très bientôt.